Donc, on commence aujourd'hui les réflexes médulaires. On doit voir les réflexes médulaires, puis leur régulation. On avait vu la dernière fois l'organisation de la moelle épinière et on avait introduit les réflexes. On avait parlé des récepteurs, des voies afférentes et efférentes, du centre régulateur qui était la moelle épinière, et on avait introduit quelques types de récepteurs et leur mode de fonctionnement. Vous vous en souvenez? Vous vous souvenez du récepteur de Pacini? Vous vous souvenez de ça? Très bien. Diffusion neuromusculaire. Donc on va aujourd'hui étudier l'implication de ces récepteurs et des différentes voies afférentes et efférentes dans les réflexes médulaires. Vous voyez là, c'est clair. Vous, de préférence, Joe maintenant, vous arrivez à voir. Très bien. Très bien. Donc ici, c'est une petite représentation du réflexe rotulien. Vous connaissez le réflexe rotulien? C'est un réflexe classique qu'on recherche au cours de l'examen clinique neurologique. D'accord? Le patient est placé dans un endroit où il est assis, dans une chaise ou bien dans un siège haut, de sorte à ce que son membre inférieur est pendant. D'accord? D'accord. Il joue, il ne doit pas être posé sur le sol. On peut même mettre un membre sur l'autre membre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de contact entre le pied et le sol. Et puis, on va frapper avec un marteau, d'accord, neurologique, un marteau d'examen, on appelle le marteau réflexe, d'accord. On va frapper le tendon pour qu'il y ait un réflexe d'extension, d'accord, un réflexe d'extension du genou, une extension de la jambe sur la cuisse. Très bien. C'est un réflexe qui contient un arc réflexe, qui est composé d'un arc réflexe, et on dit que l'arc réflexe est le substratum anatomique du réflexe. C'est quoi le substratum anatomique? Vous allez rencontrer beaucoup cette notion. Le substratum anatomique d'un phénomène, ce sont les constituants de mon organisme qui assurent les fonctions physiologiques permettant la réalisation de cette fonction. Donc le substratum anatomique de la vision, c'est l'appareil visuel. Le substratum anatomique de l'audition, c'est l'oreille. D'accord? Je crois qu'il faut arrêter parce que même vous, d'accord? On va essayer d'arrêter. Si ça devient insupportable, on le arrête. D'accord? Donc, le substratum anatomique, c'est l'ensemble des bases qui permettent, ou des bases anatomiques qui permettent à ce phénomène d'être réalisé. D'accord? Très bien. Le substratum anatomique du réflexe rotulien ou de tout réflexe, c'est l'arc réflexe. Et l'arc réflexe est toujours constitué d'un récepteur, d'une voie afférente, d'un centre nerveux, d'une voie efférente et d'un membre exécuteur. D'accord? Donc, c'est quoi ici le récepteur dans le réflexe rotulien? On va étudier le récepteur, qui est un récepteur neuromusculaire, qu'on avait vu dans les derniers cours, on va le découvrir. D'accord? D'un nerf afférent, d'un ensemble de nerfs efférents et d'un membre exécuteur. D'accord? La stimulation, c'était quoi? C'était le coup de marteau. Et le coup de marteau, c'est quelle stimulation? C'est une stimulation mécanique. Le coup de marteau, qu'est-ce qu'il va faire? C'est quoi le résultat? Quand je frappe le tendon, c'est quoi le résultat? Très bien. Je vais étirer le tendon. Alors, le tendon, je le frappe. Quand je le frappe, il y aura un étirement. Donc, c'est une stimulation mécanique. Allez, on avance. On avance rapidement. Donc, ici, c'est un peu une représentation de l'arc réflexe, comme je viens de l'introduire. Le récepteur, une voie afférente, un centre nerveux, une voie efférente et un membre exécuteur. D'accord? Attention, s'il vous plaît. Il est vrai que quand on parle de membre, quand on parle du membre, le récepteur et le membre exécuteur sont situés dans le même membre. D'accord? Le message vient, puis arrive vers le même endroit. Mais les organes qui sont responsables de la réception et de l'exécution sont différents. Est-ce que vous êtes d'accord? Je reçois et j'envoie les messages nerveux vers le même membre,
mais ça ne veut pas dire que ce sont les mêmes organes qui entrent dans les fonctions. Vous êtes d'accord? Très bien. Donc le membre récepteur, l'organe récepteur, il est distinct, il possède sa structure et ses fonctions, et l'organe exécuteur, il est distinct aussi, et il possède ses fonctions lui aussi. Donc, même si l'origine ou la fin de le message, c'est la même quand on parle du membre. Alors, il vient de la cuisse, il revient vers la cuisse. D'accord? Très bien. Aïe. C'est au début du siècle dernier, bon, grâce aux travaux de neurophysiologiste anglais Charles Sherrington, Z les années 1800, il est décédé les années 50, 1950. Il n'est pas très ancien, le monsieur. D'accord? Mais c'est justement la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu le prix Nobel de physiologie. Voilà, prix Nobel de médecine en 1932. C'est pas très ancien, 1932. Sur la physiologie du système nerveux, que les principaux mécanismes qui régissent le système soient élucidés et que le rôle de chaque élément soit précisé et qu'on arrive à la notion d'arc réflexe. Donc en sorte, c'est des généralités historiques. Comme M. Sherrington, c'est lui qui a découvert, c'est lui qui a mis en évidence l'arc réflexe. Il a observé que les mouvements rythmiques, c'est quoi un mouvement rythmique? Un mouvement rythmique, c'est un mouvement qui se répète, qui possède un rythme. Et on ne peut pas avoir un rythme que si le mouvement se répète. On parle de rythme cardiaque. Pourquoi on parle de rythme cardiaque? Parce que les battements se répètent. D'accord? Très bien. Il a observé que les mouvements rythmiques des membres inférieurs pouvaient être obtenus chez le chien après une transection de la moelle épinière appelée animal spinal. C'est quoi une transection de la moelle épinière? Je coupe la moelle épinière pour annuler les connexions qu'il y a entre les centres supérieurs, le cerveau, et la moelle épinière. Donc quand je parle d'un animal spinal, c'est quoi un animal spinal? C'est un animal dont le système nerveux se résume à la moelle épinière et ses connexions avec les membres. C'est un animal qui ne possède pas de cerveau et de centre supérieur. C'est l'animal spinal. Mais le centre nerveux terreau, le système nerveux central terreau, c'est la moelle épinière vague. Il ne possède pas de... Il ne possède quoi de? Il ne possède pas de tronc, il ne possède pas de diencéphale, et il ne possède pas de télencéphale. Là, c'est l'animal spinal. Séparons la partie basse de celle-ci du reste du SNC. Donc la partie basse, c'est quoi? C'est la moelle. Très bien. De fait, il existe au niveau de la moelle épinière de très nombreux circuits neuronaux locaux susceptibles de permettre une activité motrice coordonnée, tels les mouvements stéréotypés de la locomotion. Ça veut dire quoi des mouvements stéréotypés? Des mouvements stéréotypés, ce sont des mouvements organisés et répétés. Ce sont des mouvements organisés et répétés. S'il vous plaît, quand vous marchez, la marche est un phénomène automatique. C'est un ensemble de mouvements automatiques qui se répètent. C'est des mouvements stéréotypés. D'accord? Donc on n'est pas conscient. Quand on marche, il y a un ensemble de phénomènes très complexes et très nombreux. Vous êtes en train de réaliser des contractions des muscles antérieurs de la cuisse, puis de les relâcher, puis de réaliser des contractions des muscles de la jambe, puis de les relâcher. Et ensuite, vous allez aussi faire des mouvements de la cuisse, de la jambe et du pied. D'accord? Donc, vous avez trois parties qui sont en train de réaliser des fonctions différentes et en coordination. Puis, ça sera la contraction sur le membre droit, il sera un relâchement sur le membre gauche, et ainsi de suite. Vous êtes en train de réaliser des dizaines et des dizaines de contractions, relâchements en même temps, sans que vous le sachiez. Et entre-temps, il y a aussi un mouvement de vos membres supérieurs, de vos bras, avant-bras et mains, qui vont suivre le mouvement de vos membres inférieurs, sans que vous le sachiez. Là, ça nous paraît normal. Mais ça aussi, on essaie de remarquer, on va voir que les membres supérieurs sont en train de bouger. Et si vous essayez d'immobiliser vos mains ou vos membres supérieurs au cours de la marche, vous allez voir que c'est bizarre. Et la personne qui le fait va vous apparaître bizarre. Tout le mannequin. Parce que les mannequins ont une marche à suivre. D'ailleurs, il y a une personne qui est très surveillée pour ça, et dont on a commandé cette marche. C'est Vladimir Poutine, le président russe. Pourquoi? Parce qu'il a une marche
dans laquelle il immobilise ses membres supérieurs. Ben, les chercheurs ont essayé d'étudier sa marche et on a deviné pourquoi. C'est parce que c'était un membre du KGB. Vous connaissez le KGB? Le KGB, c'est les services secrets russes au cours de la guerre froide. D'accord? C'était un KGBiste et les KGBistes sont des agents spéciaux très entraînés. Donc ils ont leurs mains prêtes à tirer une arme très rapidement. D'accord? C'est pour cela qu'il a des mains prêtes à réagir. La marche, c'est une marche militaire très entraînée. D'accord? C'est des individus qui ont été entraînés et formatés à être prêts à tout moment. Donc quand vous voyez une personne hacker, on va dire parce qu'il n'y a pas vraiment dans le bois. Essentiel. Donc les mouvements, c'est des mouvements stéréotypés, organisés, qu'on ne contrôle pas. Quand on commence à infiltrer notre conscience dans ces mouvements, le mouvement va apparaître bizarre parce qu'il sort de la normale. Très bien. En effet, l'animal spinal reste capable de réagir par des mouvements de ses membres. Là, il refroidissait. Donc, je sens une différence de température entre eux. On va les individus qui vont, vos camarades qui vont écouter les vidéos. On va décider ensemble. Qui va faire les classes, c'est plus supportable. On doit allumer pour le on va voir ce que les chiites. L'animal spinal reste capable de réagir par des mouvements de ses membres paralysés aux stimulations portées sur les parties de son corps. Qui peut me commenter ça? L'animal reste capable de réagir par des mouvements par ses membres paralysés. Alors, pas que ses membres sont paralysés, mais ils peuvent bouger. Donc, je vais vous introduire la définition de la paralysie. La paralysie, non. La paralysie, c'est l'arrêt des mouvements volontaires. Volontaires. Puisque il ne peut pas bouger. Mais, les membres théoraux, ils répondent au réflexe. C'est comme si je prenais une personne, mon poteau, il ne peut pas. Mais quand je pique sa main, il peut la tirer. Très bien. Donc les mouvements volontaires, on parle d'un animal paralysé. Et les mouvements réflexes, d'accord. Et c'est très important de faire la différence entre les deux. Vous allez voir quand vous ferez la neurologie, le score de Glasgow par exemple, où on score le sujet inconscient, d'accord. Là, on va étudier trois. Allez, ce n'est pas la peine d'entrer dans les détails du score de Glasgow, mais ça, quand on va étudier les mouvements, d'accord, quand on va étudier les mouvements, on étudie les mouvements à la demande, d'accord, à la douleur, présence, absence, réponse de décérébration, d'accord. Ce n'est pas le but de notre sujet. L'essentiel, c'est qu'il y ait une différence entre les mouvements à la commande et les mouvements à la douleur. Parce que les centres nerveux qui en sont responsables sont différents. Donc, c'est quoi un membre paralysé chez cet animal spinal? C'est un membre qui ne répond plus au centre supérieur, au cerveau. Mais la connexion avec la moelle épinière est persistante. Il va répondre au réflexe. D'accord? Ces réactions inconscientes, c'est des caractéristiques que vous devez les apprendre. Ces réactions inconscientes, l'animal n'est pas conscient de ce qu'il est fait. Involontaires, elles ne sont pas volontaires, elles ne dépendent pas de la commande. Et c'est pour cela qu'on a dit qu'elles sont réalisées par des membres paralysés. Inconscientes, involontaires, du fait de l'interruption de toutes les communications nerveuses avec le cerveau, sont appelées réflexes. Donc c'est quoi un réflexe? C'est un mouvement inconscient, involontaire, qui ne dépend pas des commandes du cerveau et qui fait suite à une stimulation. Et comme la destruction de la moelle et les abolis, ce sont donc des réflexes médulaires. On a remarqué que si je détruis maintenant la moelle, mais chez le cerveau, je vais détruire la moelle. La destruction du cerveau ne fait pas disparaître les réflexes. Mais la destruction de la moelle fait disparaître les réflexes. On les appelle les réflexes médulaires. Les réflexes médulaires parce que ce sont des réflexes commandés par la moelle épinière. Parce que ce sont des réflexes commandés par la moelle. Là, on est d'accord? Très bien, on avance. Non. Priez.
Et c'est la portion médulaire. Médulaire, c'est la portion, on aurait dit, thoracique. Ou la cervico-thoracique. C'est juste médulaire. L'adjectif médulaire, c'est tout ce qui se rapporte à la moelle. On le met au médulaire. Donc c'est juste, mais comme c'est la partie basse, finalement. C'est la partie basse. Parce que sur le chiffre que vous utilisez l'adjectif, c'est la moelle médulaire. D'accord? C'est juste, mais sur on ne peut pas utiliser ça parce que sur votre description, j'ai une description anatomique. Donc, pour mieux dire c'est la partie basse. D'accord? Oh, mais c'est sharing. Le réflexe médulaire est une réponse musculaire. C'est une réponse musculaire. Il va induire un mouvement. Tu ne peux pas avoir un mouvement sans contraction musculaire. On entend par réponse musculaire la contraction du muscle ou son relâchement. D'accord? Induite par une stimulation périphérique mettant en jeu les récepteurs cutanés, proprioceptifs ou viscéraux. Il nous a introduit les 3 types de récepteurs qui existent. Quand on avait étudié les récepteurs, il y avait 3 types de récepteurs. Les récepteurs extéroceptifs, les récepteurs proprioceptifs et les récepteurs interoceptifs. Donc les 3 types de récepteurs peuvent générer ou peuvent constituer le point initial ou le point de départ des réflexes. Alors, c'est une réponse inconsciente, involontaire, prévisible et stéréotypée. Pourquoi prévisible? Parce que c'est la même. Si je stimule le même membre par la même stimulation, je vais avoir la même réponse. D'accord? Je ne vais pas avoir des réactions différentes. On connaît des personnes prévisibles ou des personnes imprévisibles. Les personnes imprévisibles, c'est des personnes dont on a peur parce qu'on ne connaît pas leurs réactions. C'est des personnes avec lesquelles on évite de faire des blagues, par exemple. Quand vous avez une personne qui est imprévisible, une blague, elle vous frappe. Une personne imprévisible. Donc il ne faut pas trop l'approcher. D'accord? Une personne prévisible, c'est une personne dont on connaît les réponses. En fait, l'être humain est imprévisible. L'être humain, en général, il est imprévisible. D'accord? Ce qui est prévisible, c'est quelques phénomènes de la nature et quelques phénomènes qu'on étudie, qui m'aident. C'est un phénomène prévisible. D'accord? تخرجوا une boîte de glace من congélateur وتحطوها برا واش يصرى الذوب c'est prévisible ما تقدرش تزيد تكونجلا parce que les lois de la physique et de l'enthalpie font en sorte que il y a la physique, d'accord? Très bien. Et quand une personne sort de la fenêtre, واش يصرى لها؟ قبل ما تموت تطيح. Pas voler, parce que les lois de la physique font de ces phénomènes des phénomènes prévisibles. Stéréotypés, donc organisés et répétés. L'arc réflexe est le substratum, comme on vient de dire, c'est le substratum anatomique nécessaire dans son intégrité et obligatoire pour toute activité réflexe. Qu'est-ce que je veux dire par intégrité ici? Ça veut dire qu'il est sain, il n'est pas atteint. D'accord? Très bien, très bien. Classification des réflexes. Non. Substratum, c'est les constituants de mon organisme, c'est les constituants anatomiques de mon organisme qui vont assurer cette fonction physiologique. D'accord? Vous arrivez à voir? Classification des réflexes. Les réflexes, on va les classifier très rapidement selon quelques critères, très faciles. Selon le stimulus et la nature du récepteur qui leur donne naissance. Qu'est-ce que je peux avoir? Selon la nature du stimulus. Il y a des réflexes à point de départ cutané. Le stimulus qui va leur donner naissance va stimuler un récepteur cutané. Vous vous souvenez des récepteurs cutanés? Pacini, Ruffini, Merkel, vous vous souvenez? Très bien. Mesner, très bien. Appelés aussi réflexes extéroceptifs. Pourquoi on les appelle extéroceptifs? Parce que les récepteurs sont des récepteurs extéroceptifs. Réflexe ipsilatéral de flexion qu'on va étudier. Comme exemple, le réflexe ipsilatéral. Oui. Attention, s'il vous plaît.
conscient, je vais ressentir. Je vais ressentir la stimulation de ce récepteur. Ça ne veut pas dire que le réflexe est conscient. Et on va étudier cela, d'accord? Parce que les réflexes, les récepteurs cutanés, ils ont des afférences des nerfs qui vont constituer les réflexes. Et ils ont aussi des nerfs qui vont envoyer vers le cerveau pour que je ressente. Maintenant, si je réalise de la décérébration pour avoir un animal spinal, l'animal spinal, moi-même piqué, il va tirer son membre sans sentir la douleur. Donc il faut faire la différence entre un récepteur conscient et un réflexe conscient. On a dit que les réflexes sont inconscients. Le récepteur est conscient parce qu'il envoie des inférences vers le cerveau. S'il vous plaît, il faut toujours lier la fonction au substratum anatomique. Lorsque j'étudie le réflexe, on a connu chez au niveau de la moelle. Le récepteur il va la moelle épinière le membre. Tant qu'il n'y a pas d'afférence vers le cerveau, ce n'est pas conscient. La douleur, je la sens parce que j'envoie des nerfs vers le cerveau, des fibres nerveuses vers le cerveau. D'accord? C'est très attention. À point de départ musculo-tendineux, appelé aussi réflexe proprioceptif, parce que les récepteurs sont des récepteurs ostéo-tendineux articulaires, comme le réflexe myotatique. Donc vous voyez, on a déjà commencé à réaliser des différences entre le réflexe myotatique et le réflexe ipsilatéral. À la fin du cours, vous devez avoir un tableau qui compare les deux réflexes. Il les compare dans les récepteurs, dans leur voie, dans leur mode d'organisation, et vous devez connaître toutes les différences. Il y a plusieurs, 7 ou 8 différences entre ces deux réflexes. On va étudier une à une. On va les étudier en détail, tout de suite, d'accord? Allez. Selon l'organisation des connexions et le nombre de synapses mises en jeu, le nombre de synapses, ça veut dire que j'ai des réflexes qui n'ont pas besoin de beaucoup de synapses. Et la fibre nerveuse afférente, hop, elle réalise une connexion avec une fibre nerveuse motrice efférente, et l'efférente envoie vers le muscle. Donc, si j'ai seulement deux nerfs, ou les deux fibres nerveuses, je vais avoir combien de synapses? Une seule. On parle de réflexe monosynaptique. Monosynaptique. Il a besoin d'une fibre sensitive, hop, elle se connecte avec une fibre motrice, et la fibre motrice envoie vers le muscle, ou vers l'organe effectueur. Et là, c'est un réflexe qui est dit monosynaptique. Monosynaptique. Alors que dans certaines situations, le réflexe, non. Il a besoin d'interneurones. Il a besoin de quoi? Il a besoin d'interneurones. Et donc, il y aura plusieurs synapses entre l'organe récepteur et l'organe effecteur. Et je vais parler d'un réflexe polysynaptique. Réflexe monosynaptique dans la connexion entre la fibre afférente, s'il vous plaît, synonyme, très bien, sensitive, et le motoneurone alpha. Le motoneurone alpha, c'est quoi? C'est une fibre nerveuse motrice, très bien, très bien. Ou la efférente, très bien. Voilà, comme dit tout le chapitre. Dit tout le chapitre. Tout le chapitre. Je vous dirai que tout le chapitre, comme vous êtes à 7%. Oui, c'est étonnant. Vous attendiez à quel chiffre? À quel nombre? 10. C'est fait par l'intermédiaire d'une seule synapse, c'est-à-dire par l'interneurone, c'est-à-dire pas d'interneurone. Qui nzid un interneurone, hop, je suis en train de rajouter des synapses. D'accord? Très bien. S'il vous plaît, à chaque fois que j'ajoute un interneurone, j'ajoute combien de synapses? Une, deux. Ah, qui peut me répondre? 4. Une. Vous pouvez me dire pour? On dit un neurone ou un neurone. Hop, un nouveau neurone. Je suis en train d'ajouter combien de synapses? Une synapse. Une seule synapse. Très bien. Voilà. Parce que normalement, c'est زوج, c'est وحدة.
بين l'afférent وبين l'interneuron وحده بين l'interneuron وبين l'efferent. Mais راني نحيت وحده، نحيت بين l'afférent والefferent. Donc زائد 2 ناقص 1 تساوي 1. Donc j'ajoute une seule. Au lieu d'avoir une seule synapse, je vais avoir 2 synapses. Chaque interneuron va ajouter une seule synapse. Classe. Les réflexes polysynaptiques, la connexion entre la fibre afférente et le motoneurone alpha se fait par l'intermédiaire de 2 synapses ou plus. C'est-à-dire un interneurone ou plus. Comme le réflexe ipsilatéral de flexion. Vous voyez que je suis en train ici d'ajouter d'autres différences entre les réflexes ipsilatérales de flexion et le réflexe myotatique. Pour l'instant, on ne sait pas ce que c'est. Hein? Ni réflexe myotatique, ni réflexe ipsilatéral de flexion. 3. Selon les types de réactions déclenchées. Un réflexe de flexion. La réponse est une flexion du mot. Une flexion. Ou là, je préfère dire un raccourcissement. La flexion en général, elle induit un raccourcissement du membre. Ou là, un réflexe d'extension. Ou là, d'allongement du membre. Parce que l'extension induit un allongement. De façon générale, on peut distinguer 2 principaux types de réflexes. Un réflexe d'étirement et un réflexe de flexion. Le réflexe d'étirement réflexe du muscle à son propre étirement, comme le réflexe myotatique. Donc, la stimulation, c'est un étirement du muscle. Ne vous inquiétez pas, quand même, les différences, on va les découvrir quand on étudiera les 2 types de réflexes. Un réflexe de flexion, réponse réflexe du muscle ou groupe musculaire permettant le retrait d'un membre d'une stimulation non susceptible. Non susceptible, ça veut dire douloureuse, capable d'induire une lésion. Le réflexe ipsilatéral de flexion. Organisation générale de l'arc réflexe. Donc, regardez, s'il vous plaît, avec le membre récepteur, je vais avoir un neurone afférent. Le neurone afférent, c'est un neurone sensitif. Donc, son centre cellulaire est situé au niveau du ganglion spinal. Ganglion spinal. Et hop, il va émettre une terminaison au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière ou de la corne dorsale. D'accord? Soit il y aura une connexion directe avec le motoneurone alpha, soit cela se fera via un interneurone. L'interneurone va créer une connexion au niveau de la corne antérieure ou de la corne ventrale de la moelle épinière pour donner naissance au corps cellulaire du motoneurone alpha qui va aller directement vers le muscle. Le muscle, c'est quoi? C'est l'organe effecteur. Donc j'ai combien de constituants? 5. Récepteurs, fibres afférentes, centre nerveux, fibres efférentes et organes exécuteurs. J'ai 5. Il ne faut pas les oublier. Hein? Très bien. L'arc réflexe est le substratum. On va répéter, et le substratum anatomique nécessaire dont l'intégrité est obligatoire pour toute activité réflexe. D'accord? Toute activité réflexe. L'arc réflexe est le substratum anatomique nécessaire dont l'intégrité est obligatoire pour toute activité réflexe. Il est constitué d'un versant afférent, d'un versant efférent et d'un centre réflexe. Alors, on l'a dit, on l'a répété. Le versant afférent, très rapidement, on a dit tout ça. C'est le récepteur plus la voie afférente. Dans sa division, il a résumé notre division de 5 parties en une division en 3 parties. D'accord? On a fait une division en détail. Récepteur, voie afférente, centre, voie efférente et membre effecteur. Il les a résumés en 3. Je vais mettre les 3. C'est bizarre. Le versant afférent, qui est constitué du centre et du récepteur, le centre, et le versant efférent, qui est constitué de la voie efférente et du membre exécuteur. D'accord?
Très bien. Donc, le récepteur, qui peuvent être cutanés ou musculaires, recevant la stimulation et dans lequel le récepteur d'énergie physique ou chimique du stimulus est transformé en un signal électrique. C'est la transduction. On avait vu le dernier. Vous en souvenez, la transduction est l'ensemble des phénomènes qui permettent la transformation d'un message mécanique ou chimique, qui est la stimulation de mon récepteur, en un message électrique qui est représenté par le potentiel récepteur qui est traduit, s'il atteint le seuil récepteur, en un potentiel d'action qui est renvoyé par la fibre afférente. Je vais te dire vers le système nerveux central. Très bien. La voie afférente, les fibres sensitives qui innervent ce récepteur, qui vont véhiculer l'information, signal électrique, jusqu'au centre nerveux. C'est la voie afférente, la fibre sensitive. Le centre nerveux, représenté par la moelle épinière, centre d'intégration au sein duquel se trouvent des connexions plus ou moins complexes entre les fibres afférentes et les fibres efférentes. Ces connexions peuvent être monosynaptiques ou polysynaptiques. C'est l'endroit où vont être réalisées les connexions entre les fibres afférentes et les fibres efférentes. C'est la moelle épinière. D'accord? Pour les réflexes bulbaires, le centre est le tronc cérébral, qui met les réflexes de clignement. Pour certains réflexes, c'est surtout les réflexes qui sont médiés par les nerfs crâniens. Les fibres afférentes et efférentes ne sont pas en connexion avec la moelle. Ils sont plutôt en connexion avec le tronc cérébral. Le réflexe pupillaire, myosis mydriase, notre iris, elle s'adapte à la lumière. On va voir cela le cours à la vision. Elle s'adapte à la lumière pour sélectionner les faisceaux lumineux. Et les réflexes, ils ne dépendent pas de la moelle, ils vont dépendre du tronc cérébral. Le réflexe de menace, on appelle ça le réflexe de menace. Il est aussi médié par le tronc cérébral. Quand il y a une menace à l'œil, hop, les paupières se ferment. D'accord? Et toutes ces parties, tous ces réflexes font partie de l'examen neurologique. Très bien. Donc, il y a des réflexes qui sont situés au niveau de mon visage, au niveau de ma tête, au niveau de ma face, et ils ne sont pas régulés par la moelle, ils sont régulés par le tronc cérébral. D'accord? Très bien. Version efférente, c'est la voie efférente et l'effecteur. Voie efférente, c'est le motoneuron alpha, fibre motrice, dans le soma. C'est quoi le soma? C'est le corps cellulaire. Très bien, c'est le corps cellulaire. Et dans la corne antérieure de la moelle épinière et qui envoie son axone pour innerver l'effecteur. Et enfin, l'effecteur, c'est le muscle strié squelettique. Peut-être fléchisseur ou extenseur. Fléchisseur ou extenseur du membre. Donnez-moi un fléchisseur du membre supérieur. Un fléchisseur. Très bien, le biceps brachial, c'est un muscle raccourcisseur, c'est un muscle fléchisseur. Un extenseur? Le triceps, muscle extenseur. Très bien. On va terminer avec les généralités et on va introduire maintenant les réflexes proprement dits.